8h16, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Bienvenue à vous et bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Est-ce que vous reconnaissez que votre politique des tests est défaillante à l'heure actuelle ? Oui, et c'est pour ça qu'Olivier Véran a fait des annonces hier. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a suivi les recommandations de l'OMS qui appellent à tester. Donc on a très fortement développé les capacités de test en France. Et la France est aujourd'hui un des pays au monde qui teste le plus quand on rapporte au nombre d'habitants. On teste plus qu'en Allemagne, on teste plus qu'en Espagne, on teste plus qu'en Italie. Je crois que c'est 1,2 million de tests par semaine qui sont maintenant réalisés. Et comme on teste beaucoup et qu'il y a beaucoup de Français qui du coup viennent se faire tester, il y a de l'embouteillage dans un certain nombre de villes. C'est pas le cas partout, mais notamment dans les métropoles. Vous avez des gens qui doivent attendre plusieurs jours pour avoir un rendez-vous pour se faire tester et ensuite plusieurs jours pour avoir le résultat. Et donc, non seulement pour les gens, c'est très désagréable, mais en plus, en termes d'efficacité, l'intérêt de tester massivement, c'est de pouvoir dire très vite aux gens s'ils sont contaminés ou pas. Et donc, pourquoi Olivier Véran s'est exprimé hier ? Pour annoncer qu'on allait être plus efficace. D'abord, en fixant des vrais critères de priorisation et des vraies plages horaires dans les laboratoires de priorisation. Oui, mais sans obligation, par exemple, d'avoir une ordonnance pour se faire tester. Donc les files d'attente, Gabriel Attal, vont continuer à s'allonger et le système à s'emboliser. On continue à tester largement. Et par exemple, effectivement, on n'a pas retenu le fait de dire il faut une prescription médicale pour tout le monde pour se faire tester. Parce qu'on sait que avoir un rendez-vous chez le médecin, on ne l'a pas forcément tout de suite. Et encore une fois, notre intérêt, c'est que les gens se fassent tester vite. En revanche, ce qu'a annoncé hier Olivier Véran, c'est une deuxième file. Une double file pour les gens qui ont une ordonnance. Ça, c'est un gage d'efficacité, une double file, vraiment ? Oui, c'est un gage d'efficacité parce que des gens qui ont une prescription médicale, des gens qui sont au contact de personnes positives, des gens qui sont des personnels soignants et qui donc sont au contact de beaucoup de Français et de malades, ils doivent pouvoir être testés avant les autres. Et donc, créneaux réservés pour se faire tester. On va mettre en place des barnums de tests qui leur seront réservés aussi. Il y en a 20 en Ile-de-France qui vont être installés à partir de la semaine prochaine. Il y en aura d'autres en France. Et donc oui, on assume de dire qu'il y a des personnes qui sont prioritaires, qui doivent pouvoir se faire tester tout de suite. Et ça va aussi désengorger pour le reste. Par ailleurs, vous assumez de dire que, c'était ma première question, qu'à l'heure actuelle, la politique des tests est défaillante. Ce que je dis, c'est qu'on n'est pas parfaitement efficace sur les tests. Il faut l'assumer, il faut le dire. C'est un euphémisme. Mais moi, je suis pas là pour vous dire que tout va très bien, Madame la Marquise, quand c'est pas le cas. Le fait est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des files d'attente, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se faire tester. Et donc, la première chose que je vous ai dit, c'est la priorisation. La deuxième chose, c'est qu'il y a une nouvelle génération de tests qui va arriver au mois d'octobre. Les tests antigéniques, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la même manière de tester qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'écouvillon nasal qui est pas très agréable, voilà. Mais par contre, le résultat est obtenu en moins de 30 minutes parce qu'il est testé sur place. Il faut espérer qu'on en ait suffisamment. Mais le président de la République a eu raison de mettre la pression ainsi, notamment sur le ministre de la Santé. Non, le président, il a demandé qu'on soit plus efficace. Voilà, et c'est une demande il qui a est collective. demandé, je suppose, individuellement au ministre de la Santé en charge de cette situation. C'est une demande à tout le gouvernement. Vous savez, aujourd'hui, tout le gouvernement est mobilisé sur cette question. À l'évidence, non. À l'évidence, non, mais il faut le reconnaître. Vous savez, moi, encore une fois, je suis pas là pour me cacher les yeux et me dire que tout va bien. Voilà, c'est une épidémie, encore une fois, qui est historique. C'est une maladie qui est nouvelle, dont on découvre des choses chaque jour. J'ajoute quand même qu'un certain nombre de difficultés qu'on rencontre, nos voisins et les autres pays les rencontrent aussi. Quand on parle des embouteillages devant les tests, regardez la presse en Grande-Bretagne, je crois, dans d'autres pays, les unes, c'est les embouteillages pour se faire tester. Parfois, il faut faire des dizaines, des centaines de kilomètres pour se faire tester. Voilà, c'est un enjeu qui vient percuter tous les grands pays et donc il faut y répondre. Y répondre avec clarté et lisibilité. Pouvez-vous nous expliquer, Gabriel Attal, vous dites la situation est inquiétante, mais en même temps, on va assouplir le protocole sanitaire à l'école. Ce qu'a dit Olivier Véran hier, c'est qu'on a reçu un avis de la Haute Autorité de Santé, qui fait la synthèse des recherches médicales, qui dit quoi ? Qui dit que les enfants font peu de formes graves, c'est très rare, et surtout qu'ils transmettent peu le virus. C'est les scientifiques qui le disent. C'est-à-dire qu'il y a peu de contamination d'un enfant vers un autre ou d'un enfant vers un adulte. Il peut y avoir des contaminations. Les scientifiques varient, vous le savez. Oui, tout comme les politiques. Mais justement, c'est parce que là, la Haute Autorité, elle rend un avis parce qu'on commence à avoir une doctrine scientifique suffisamment nourrie pour pouvoir rendre cet avis. Et nous, on se fie à ce qui est. Vous ne prenez pas de risque, parce que j'imagine des parents d'élèves qui nous écoutent ce matin qui se disent mais alors ça va changer alors qu'on nous dit que la situation est inquiétante et que le virus est tout aussi dangereux que l'était. Moi, j'entends parfaitement les doutes et les inquiétudes. Je les comprends. Quand on a des enfants, on veut être sûr qu'ils sont parfaitement en sécurité. On a mis en place un protocole sanitaire avec les données scientifiques dont on disposait, qui était très protecteur. Et ce que Jean-Michel Blanquer va annoncer, c'est un nouveau protocole sanitaire qui sera tout aussi protecteur. Quand va-t-il l'annoncer comme ça, dans les prochains jours, efficace, dans les prochains jours, en début de semaine, d'ici à la semaine prochaine, au début de semaine prochaine.
Comme ça, les enseignants, évidemment, les personnels de l'éducation auront ce nouveau protocole Bien sanitaire. sûr, et les parents d'élèves, pour que tout le monde puisse se fonder là-dessus. Sur le plan social, à présent, Gabriel Attal, une réunion doit se tenir ce lundi sur Bridgestone, Béthune, entre gouvernements, élus locaux, dont bien sûr Xavier Bertrand, et puis les syndicats. Est-ce que vous avez ce matin l'assurance que les responsables, surtout de l'équipementier de l'usine, seront aussi présents à cette réunion ? Bien sûr, si on provoque une réunion, c'est précisément pour échanger avec la direction de Bridgestone. Alors, j'ai eu encore ma collègue Agnès Pannier-Runacher qui est en charge du dossier auprès de Bruno Le Maire hier. Elle m'a confirmé que la réunion aurait lieu lundi et que Bridgestone serait présent. En tant que porte-parole du gouvernement, quel engagement avez-vous les moyens de prendre ce matin pour rassurer les salariés et leurs familles, ou du moins une partie de ces salariés ? L'engagement, c'est qu'on va tout faire pour trouver un avenir. Vous trouvez que pour c'est un ces salariés. engagement, tout faire ? Oui, parce que moi, je vais vous dire, c'est vague, hein. Mais moi, je crois que la volonté politique, elle peut changer les choses, elle peut changer le cours des choses. Sinon, je ferais autre chose et je ne serais pas là devant Monsieur vous ce Attal, matin. vous voulez qu'on vous cite la longue liste des promesses qui n'ont pas été tenues sur ces sites sociaux ? Est-ce que ça marche à chaque coup ? Évidemment non. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer ? Non. Quand on regarde ce qui s'est passé à Ascoval, on nous disait c'est fini, il n'y aura aucun avenir pour cette usine. On a trouvé un avenir. Quand on regardait à Hayange, on nous disait c'est impossible, il ne se passera rien. On a sauvé aussi l'activité. Quand on regarde Arc, c'est pareil. On arrive à développer d'autres activités. Donc là, très concrètement, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? On va chercher à voir avec la direction de Bridgestone si on peut faire évoluer l'activité industrielle, avoir d'autres types de pneus qui correspondent plus à la demande pour que l'activité continue. Mais quels moyens de pression vous avez ? Et si c'est pas possible, on regardera pour développer d'autres types d'industries sur le site. C'est ça qui va être fait Il peut par y avoir le gouvernement. un changement total d'industrie de production sur le site ? C'est ce qu'ils vont regarder et c'est la discussion qui vont avoir lieu. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une mobilisation absolue pour ce site. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a aussi une forme de concorde politique autour de ce dossier. On est avec Xavier Bertrand sur ce dossier, on travaille main dans la main avec lui, avec les élus locaux. Il met la pression à Xavier Bertrand, justement, et peut-être qu'il pourrait vous poser cette question de quels moyens précis dispose l'État pour faire reculer ou pour faire changer Bridgestone ? Mais d'abord, on a mis en place plein d'outils dans le cadre du plan de relance, précisément pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté. Et pourquoi est-ce qu'on a réagi très vivement quand il y a eu l'annonce par Bridgestone ? C'est parce qu'ils n'ont même pas regardé, ils n'ont même pas proposé de s'emparer de ces outils, alors qu'il y a eu des réunions pour leur présenter, etc. Mais, Monsieur Attal, est-ce que vous avez un moyen de pression ? Moi, je crois à la pression politique. Je crois que... C'est de la naïveté, non ? Et ensuite, je vais vous dire... Un équipementier international japonais, vous allez lui dire attention, le gouvernement français va se fâcher. Mais non, on va aussi leur dire regardez les dispositifs qu'on met en place dans le cadre du plan de relance. Regardez comment est-ce qu'on accompagne les entreprises dans ce moment difficile avec l'activité partielle de longue durée pour quand les commandes se réduisent, que l'État vienne compenser cette perte d'activité avec de l'argent pour permettre de maintenir les salariés, de les former pour évoluer vers d'autres professions. Ça fait partie des outils qu'on développe. Les accords de performance collective aussi. Justement. Et donc on va regarder. C'est très bien que vous en parliez, les accords de performance collective, et on en parle peu. En mai dernier, un projet d'accord de performance collective présenté par la direction de Bridgestone a été rejeté par les salariés. L'accord, qui proposait de travailler plus, avait pour objectif de tenter d'améliorer la compétitivité de l'usine. Et à cette époque-là, une députée de votre majorité dit ceci: rejeter cet accord de compétitivité, c'est de l'inconscience, vous verrez les conséquences. Mais c'est-à-dire que vous saviez déjà à l'époque ce qui allait se passer. Je vais vous dire, il y a une certitude, c'est que le dialogue social n'a pas été au rendez-vous dans cette entreprise. Et ça veut dire que les syndicats ont leurs responsabilités ? Mais je pense qu'il y a des responsabilités partagées. Il faut être deux pour dialoguer. Peut-être qu'à un moment, certains n'ont pas été suffisamment autour de la table. Peut-être qu'à un moment, c'était d'autres. Honnêtement, l'attitude de la direction depuis un an, c'est-à-dire quand il y a des propositions qui sont faites, ne pas répondre et là, annoncer une fermeture sans autre alternative, ça ne me semble pas non plus être une attitude très constructive. Moi, je ne veux pas regarder en arrière et dire où sont les torts et où ne sont pas les torts. Ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à trouver une solution et c'est pour ça que le gouvernement est mobilisé. Alors, vous veillez au secteur justement en difficulté. Il y en a un qui est en grande difficulté, c'est le secteur aérien. Et parmi, Gabriel Attal, les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, il y a la piste d'une éco-contribution de 4 milliards et quelques pour compenser les émissions de CO2. Est-ce qu'elle sera mise en place ? Alors, peut-être qu'il faut revenir sur la méthode. On a, à la sortie du grand débat national, décidé de mettre en place une convention citoyenne pour le climat. Ça veut dire qu'il y a 150 Français tirés au sort, avec des quotas pour représenter les différents âges, origine géographique, origine sociale, qui ont réfléchi à des mesures, à des propositions pour l'avenir de la planète et pour protéger le climat. Ils ont rendu ces propositions au printemps dernier, je crois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a
un travail qui est fait par ces citoyens, avec les parlementaires, avec des chefs d'entreprise, avec les responsables des différents secteurs, pour avoir un regard exigeant sur ces différentes propositions. Tout ça pour nous dire quoi, à la fin ? Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un travail qui est en cours. Et que attendez, moi, je vais pas. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs paroles dans votre gouvernement ? Ici même, sur Europe 1, il y a quelques jours, le ministre des Transports dit non. Il ne peut pas y avoir cette éco-contribution, ça va être catastrophique sur le plan social parce qu'il peut y avoir jusqu'à 120 000, 150 000 suppressions d'emplois. Sur cette même antenne, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, ça vous fait sourire, et dit l'inverse. Non, attendez, on va voir. Et puis, ce sont les propositions de la Convention citoyenne. Vous penchez pour quel ministre ? D'abord, il peut y avoir plusieurs avis et plusieurs sensibilités. Oui, je vous confirme, mais il peut y avoir plusieurs avis, plusieurs sensibilités. Première chose. Ensuite, il y a un travail qui est en cours avec ces citoyens qui ont été tirés au sort et avec l'ensemble des responsables des différents secteurs. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, telle proposition, elle va être abandonnée ou telle proposition, elle va être retenue. On a le droit d'avoir une sensibilité. Cette proposition, c'est vrai qu'elle a été faite à un moment qui n'était pas abandonnée. Ça, c'est une information ce matin. Qui n'était pas le moment de crise qu'on connaît aujourd'hui. Et on voit que le secteur aérien, aujourd'hui, il est dans de très grandes difficultés. J'étais hier en déplacement dans le Val d'Oise avec Bruno Le Maire. Je peux vous dire que les aéroports qui sont à l'arrêt et qui tournent à faible régime, ça a un impact très concret pour beaucoup d'emplois. Moi, je considère évidemment que quand vous avez un secteur qui est quasiment sous l'eau, vous ne lui plongez pas la tête dans l'eau encore plus profond. Vous avez donné la réponse. Non, elle ne devrait pas être mise en place. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un travail qui est fait par ces citoyens qui ont été tirés au sort, avec des parlementaires et avec les responsables des différents secteurs. Et c'est finalement de cette discussion que va sortir une décision. Et plus largement, dans le cadre du plan de relance, vous serez en déplacement un petit peu partout pour parler de déclinaison justement de ce plan de relance sur les domaines territoriaux. Merci Gabriel Attal d'avoir été notre invité. Je vous souhaite une belle journée ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Sonia Mabrouk.